Mon propre frère. De l'autre bout de la table, il m'a toisé et m'a dit que les vraies affaires, ce n'était pas pour moi. Il a ri, un rire gras, méprisant, en pointant son laser sur ma poitrine, comme si j'étais un bug dans sa présentation. Puis, sans même une pause, il m'a demandé d'aller chercher le café pour le conseil d'administration pendant qu'il finalisait le contrat. J'ai souri. J'ai continué de taper sur mon clavier, docile, jouant le rôle de la sœur obéissante, de l'assistante glorifiée qu'il croyait que j'étais. Il ignorait une chose. Les 150 millions d'euros qui finançaient son projet provenaient directement de mes comptes personnels. Il ne savait pas qu'il présentait son dossier à la personne même qu'il était en train de congédier. Alors, quand il s'est retourné vers l'écran, gloussant encore de sa propre blague, je ne me suis pas levée pour le café. J'ai appuyé sur Entrée. Et d'un seul clic, j'ai activé l'interrupteur qui allait griller toute sa carrière. Être la plus intelligente dans la pièce, et pourtant totalement invisible. Ça vous parle? Faites-moi signe en commentaire si vous savez exactement ce que ça fait. Je veux lire votre histoire. La salle du conseil du groupe Moreau Immobilier ne sent pas le travail. Elle sent le Davidoff Coolwater, le sel marin et cette sorte d'optimisme agressif qui précède généralement un dépôt de bilan. Mon père, Robert, était assis en bout de table, le regard perdu à travers les baies vitrées, contemplant la baie de Cannes. Il adore le mot « héritage ». Il adore l'idée d'un empire. Il déteste juste les calculs nécessaires pour le maintenir à flot. Et puis, il y avait Tristan, mon frère, debout devant une maquette 3D de l'éco-resort en Corse, agitait les mains comme un chef d'orchestre devant un silence de mort. Il se vantait d'avoir sécurisé 150 millions d'euros auprès d'investisseurs étrangers anonymes. Il a affirmé au Conseil que les lois de zonage environnemental dans le maquis corse n'étaient que des suggestions, de la paperasse pour ceux qui ne savent pas négocier. J'étais assise là, silencieuse, à l'observer. Le Conseil hochait la tête, hypnotisé. Il voyait un visionnaire, je voyais un passif. En le regardant, j'ai compris quelque chose de fondamental. Les gens pensent que Tristan est malveillant. Il ne l'est pas. La malveillance exige une stratégie. Tristan est un cas d'école de l'effet Dunning-Kruger. Il est si profondément incompétent qu'il n'a pas la capacité cognitive de réaliser à quel point il est incompétent. Il confond son héritage avec le talent et sa chance avec le génie. Il croit sincèrement qu'il ne peut pas échouer, car on ne l'a jamais laissé tomber. Ça ne le rend pas mauvais, ça le rend dangereux. Ça fait de lui un coup irrécupérable sur pattes, sur le point de tout nous mettre en faillite. Tristan a croisé mon regard, a eu un sourire en coin et a articulé le mot « café » sans un bruit. Je n'ai pas protesté. Je n'ai pas levé les yeux au ciel. Je me suis levée. J'ai lissé ma jupe et j'ai quitté la pièce. Mais je ne suis pas allée à la salle de pause. J'ai pris l'ascenseur de service jusqu'aux archives des serveurs. Laurence, notre directrice juridique, m'attendait entre les racks de données qui vrombissaient. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis une semaine. Ses mains tremblaient en me tendant la tablette. Il l'a fait, a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible par-dessus le bruit des ventilateurs. 12 millions d'euros, Chloé. Envolé. J'ai regardé l'écran. Ce n'était pas une erreur comptable. C'était un virement depuis nos réserves de trésorerie. Tristan n'avait pas seulement ignoré les lois de zonage, il avait essayé de les contourner à coups de billets. Il avait siphonné 12 millions d'euros de liquidités de l'entreprise pour payer des frais d'accélération à des fonctionnaires locaux en Corse, des pots de vin. Il avait vidé le fonds de prévoyance de la société pour masquer son propre manque de diligence. J'ai rendu la tablette à Laurence. Mon pouls n'a même pas accéléré. C'était la justification dont j'avais besoin. Il ne risquait plus seulement mon capital privé, il jouait avec la paix des employés. Il risquait le gagne-pain de chaque femme de chambre, de chaque voiturier, de chaque comptable de l'entreprise, juste pour protéger son ego. C'est à ce moment-là que les comptes se sont équilibrés dans ma tête. Je ne retirais pas seulement mon financement. J'arrêtais une hémorragie. J'ai dit à Laurence de rentrer chez elle et d'éteindre son téléphone. J'avais un dîner auquel assister. Le dîner du dimanche dans notre demeure du Cap d'Antibes est une véritable performance. Ma mère, Catherine, organise la liste des invités et le menu avec la précision d'un général, s'assurant que chaque verre en cristal et chaque fourchette en argent renvoient la lumière exactement comme il faut. La climatisation est toujours réglée sur 20 degrés, assez froid pour justifier le port d'un cachemire sur la côte d'Azur. Mon père se tenait en bout de table, un verre de cabernet d'un grand cru à la main. Il regardait Tristan avec une fierté qui frisait la dévotion religieuse. « Au futur !»
claironna Robert, sa voix résonnant sous les plafonds voûtés. À l'homme qui a enfin sécurisé l'héritage des Moreau, au projet Corse. À Tristan, répéta ma mère en écho, rayonnante. J'ai levé mon verre d'eau. Je ne buvais pas. J'étais trop occupée à regarder la trotteuse de ma montre passer le 12. Il était 10 à 8h59. Dans 60 secondes, le serveur automatisé de Veridis Capital exécuterait l'ordre que j'avais programmé 3 heures plus tôt. La notification de retrait était déjà en file d'attente dans la boîte d'envoi. Tristan se prélassait dans l'adoration. Il dépensait déjà le bonus qu'il n'avait pas gagné, parlant d'acheter un bateau, expliquant à quel point il avait été facile de « charmer » les investisseurs étrangers. Il n'avait aucune idée que les investisseurs étrangers étaient actuellement assis en face de lui, en train de couper un morceau de roast-beef. 19 heures. La vibration contre la table en acajou fut subtile, mais dans le silence entre deux toasts, elle résonna comme un coup de feu. Le téléphone de Tristan s'est allumé. Une seule notification. Il y jeta un œil. Agacé que le monde ose interrompre son tour d'honneur, il se figea. Le sourire ne s'est pas seulement effacé. Il s'est évaporé. Il a pris le téléphone, son pouce glissant sur l'écran avec un mouvement frénétique et saccadé. J'ai vu ses yeux faire des allers-retours, lisant l'objet du mail. Notification de retrait immédiat des fonds, rupture d'engagement. Quoi ? A-t-il murmuré. Le mot est tombé de sa bouche comme une pierre. Qui a-t-il, mon fils ? Demanda Robert en fronçant les sourcils. Ce sont les architectes ? Ils ont tout retiré, dit Tristan. Sa voix se brisa. Il se leva, faisant basculer sa chaise contre le buffet ancien. Ils ont retiré l'argent. Veridis Capital. Ils viennent d'envoyer un avis de résiliation. C'est impossible, dit Robert, posant son verre de vin si fort qu'il éclaboussa la nappe. Nous avons un contrat. Ils invoquent une rupture de contrat, cria Tristan, son visage devenant rouge et marbré de panique. Ils sont au courant pour les frais d'accélération. Comment sont-ils au courant ? J'avais enterré cette ligne de dépenses sous les frais de conseil. Encedaz. Il a regardé autour de la pièce, les yeux fous, cherchant un saboteur. Il a regardé ma mère. Il a regardé les murs. Il ne m'a jamais regardé. Pour lui, je faisais partie des meubles, incapable de comprendre la haute finance et encore moins de la démanteler. C'est du sabotage, hurla Tristan en jetant son téléphone sur la table. Quelqu'un a fait fuiter les comptes. Quelqu'un leur a parlé. Le pandémonium éclata. Mon père criait pour qu'on lui passe un téléphone. Ma mère se serrait le collier de perles, demandant si nous allions devenir pauvres. Tristan faisait les 100 pas, s'arrachant les cheveux, se désagrégeant en temps réel. La dynastie s'effondrait à cause d'un email. Je suis restée parfaitement immobile. Je ressentais un sentiment d'ordre, profond et glacial. Le bilan était en train de se corriger de lui-même. J'ai tendu la main sur la table, ma main stable, ma voix assez calme pour percer le bruit. « Tristan », dis-je. Il cessa de faire les 100 pas et me regarda, clignant des yeux, comme surpris que je sois même là. « Tu peux me passer les pommes de terre ?» Lundi matin, la salle du conseil ressemblait à une morgue. La climatisation bourdonnait à une fréquence basse et agressive, glaçant la sueur sur le front de Tristan. Mon père, Robert, était assis en bout de table, le visage d'un gris que je ne lui avais jamais vu. Il n'était plus le lion du secteur. Il n'était qu'un vieil homme regardant une feuille de calcul pleine de ruines. « Il nous faut un financement relais », balbutia Tristan, sa cravate desserrée, l'air de ne pas avoir dormi depuis 30 heures. « Je peux appeler les gars de la BNP. C'est juste la volatilité du marché, papa. Les taux d'intérêt ont effrayé les investisseurs. Je peux arranger ça. » Il mentait encore. Même avec le couteau dans le dos, il essayait de nous vendre l'idée que ce n'était qu'une égratignure. « Assieds-toi, Tristan, » dis-je. Ma voix n'était pas forte, mais elle le stoppa net. Il cligna des yeux, me regardant avec ce mélange familier de confusion et d'irritation, comme si le grille-pain venait de se mettre à lui donner des conseils juridiques. « Nous n'avons pas besoin de la BNP, » continuai-je en me levant. Je ne me suis pas dirigée vers la machine à café. Je me suis dirigée vers le bout de la table, juste à côté de mon père. J'ai pris le câble HDMI connecté au projecteur principal et l'ai branché sur mon ordinateur portable. L'écran derrière moi s'est allumé. Ce n'était pas un PowerPoint sur l'éco-durabilité. C'était une table de capitalisation, un diagramme complexe, une toile d'araignée d'entité offshore. « Tu as passé tout le week-end à hurler à propos de Veridis Capital », dis-je, en traçant la chaîne des sociétés, écran avec le pointeur laser. Tu as engagé des enquêteurs pour savoir qui avait tiré la prise. Tu as blâmé le marché.
Tu as blâmé les services d'urbanisme. Mais tu n'as jamais regardé le code source. J'ai appuyé sur une touche. Le diagramme à l'écran s'est replié sur lui-même. Les couches de véhicules ad hoc, les trusts des Caïmans, les sociétés du Delaware, se sont détachées comme une peau morte. Il ne restait plus qu'une seule case au sommet de la pyramide. Le bénéficiaire effectif final. Chloé Moreau. Le silence qui suivit n'était pas seulement du calme, c'était un vide. Il a aspiré l'oxygène de la pièce. Robert a mis ses lunettes, les a enlevées, puis les a remises. La bouche de Tristan s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. « Toi » murmura Robert. Le mot semblait étranger dans sa bouche. « Tu n'as pas d'argent, Chloé. Tu as une allocation. J'ai un portefeuille. » le corrigeai-je. Pendant que Tristan était occupé à dépenser son argent de poche en bouteilles en boîte de nuit et à louer des Ferrari pour jouer au Mania, j'investissais. J'ai acheté du Bitcoin quand vous appeliez ça de l'argent magique d'Internet. J'ai investi dans des startups technologiques dont vous vous moquiez parce qu'elles ne possédaient pas de mur. J'ai transformé mon allocation en trésor de guerre, pendant que vous étiez occupé à polir votre héritage. Je fixai Tristan. Il avait l'air malade. Il réalisait, à cet instant écœurant, que les investisseurs étrangers, qu'il avait essayé d'impressionner, ceux qu'il s'était vanté d'avoir charmés, n'étaient autres que moi. Il avait fait sa présentation à sa propre sœur, et il ne l'avait même pas reconnue de l'autre côté de la table. « Pourquoi » s'étrangla Tristan. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?»« Parce que je tenais les comptes, » dis-je. C'était la vérité que j'avais gardée en moi pendant une décennie. Vous avez tous pris mon silence pour de la soumission. Vous pensiez que parce que je ne parlais pas, je ne pensais pas, mais je vous auditais. Chaque fois que tu m'interrompais en réunion, je prenais une note. Chaque fois que tu faisais passer des vacances personnelles en note de frais, je l'enregistrais. Chaque fois que tu balayais une évaluation des risques parce que c'était ennuyeux, j'en calculais le coût. Je me suis penchée en avant, posant mes mains à plat sur la table en acajou. Je n'ai pas financé ce projet parce que je croyais en ta vision, Tristan. Je l'ai financé parce que j'avais besoin de voir si tu allais enfin faire le travail. Je t'ai donné la corde. Je voulais voir si tu allais grimper ou si tu allais te pendre avec. J'ai jeté un coup d'œil à la chaise vide où Laurence, notre avocate, s'asseyait habituellement. Je lui avais dit d'attendre dehors. Je ne voulais pas qu'elle voie cette partie. Tu ne t'es pas seulement pendu, dis-je doucement. Tu as essayé de te sortir du nœud coulant en soudoyant des gens avec mon argent? Ces 150 millions d'euros, ce n'était pas un investissement, c'était un test. Et tu as échoué. Le silence dans la salle du conseil ne dura pas. Il se brisa au moment où Tristan se mit à rire. Ce n'était pas un rire joyeux, c'était le son aigu et déchiqueté d'un homme dont l'ego venait de court-circuiter. « Un test » ricana Tristan, essuyant la sueur de sa lèvre supérieure. « Tu crois que tu peux me tester ? Tu es une secrétaire, Chloé. Tu es la caution diversité de ta propre famille. » Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas supplié. Il a fouillé dans sa mallette et en a sorti un téléphone que je ne reconnaissais pas. Il a appuyé sur une touche de numérotation rapide et l'a posé sur la table. « Ramène-toi » aboya-t-il. Les portes à double battant s'ouvrirent. Un homme entra. Il portait un costume qui coûtait plus cher que ma première voiture et tenait une serviette en cuir qui semblait contenir des condamnations à mort. Je l'ai reconnu immédiatement. Marc Fournier. On l'appelle « le requin » dans les cercles immobiliers de la Côte d'Azur parce qu'il ne négocie pas, il est viscère. « Mon client » annonça Fournier, sa voix douce et huileuse, notifie par la présente à Veridis Capital son intention de poursuivre, pour près de mauvaise foi, ingérence délictuelle et piège prédateur, le conseil suffoqua. Laurence, mon allié dans un coin, avait l'air d'être sur le point de vomir. Fournier fit le tour de la table, posant son regard sur moi. « Vous n'avez pas financé ce projet pour le voir réussir, mademoiselle Moreau. Vous l'avez financé pour orchestrer un défaut de paiement. Vous avez créé un piège à liquidité conçu pour humilier un dirigeant de la société. C'est de la malveillance. Et non seulement nous poursuivrons pour le rétablissement des 150 millions, mais nous demanderons également des dommages et intérêts pour le préjudice d'image que vous avez infligé à votre frère. » C'était une masterclass de manipulation. En moins de 60 secondes, ils avaient réécrit la réalité. Je n'étais pas la sauveuse qui avait découvert le détournement de fonds. J'étais la sœur jalouse qui avait tendu un piège. J'ai regardé mon père. C'était le moment. Les faits étaient sur la table. Son fils avait volé l'entreprise et soudoyé des fonctionnaires. Sa fille avait sauvé le bilan. C'était un choix simple entre la compétence et la corruption. Robert se leva. Il regarda Fournier,
puis Tristan, et enfin moi. Ses yeux étaient froids. « Règle ça, Chloé, » dit Robert. « Pardon » demanda-je. « Tu m'as entendu, » lança Théil, sa voix montant. « Lève le blocage, vire les fonds, et présente tes excuses à ton frère pour cette mascarade. Il a volé 12 millions d'euros, papa, dis-je, ma voix stable. Il a commis une fraude. Il a fait ce qu'il devait faire, rugit Robert en frappant la table de sa main. Il a agi. Tout ce que tu as jamais fait, c'est rester en arrière-plan et juger. Tu es en train de déchirer cette famille parce que tu ne supportes pas qu'il soit l'héritier, et toi, juste la seconde. Et voilà. Le noyau toxique de la dynastie Moreau. Peu importait que je sois plus intelligente. Peu importait que je sois plus riche. Peu importait que j'aie raison. Dans le monde de Robert, un fils imprudent valait toujours mieux qu'une fille compétente. Il préférait voir l'entreprise brûler jusqu'aux fondations, plutôt que d'admettre qu'une femme avait battu son Golden Boy. « Si tu ne rétablis pas ce financement avant midi, » siffla Robert en se penchant sur la table, « je te retire de la succession. Je ferai enlever ton nom du bâtiment. Tu seras morte pour cette famille. » Tristan eut un sourire suffisant. Il croisa les bras, de nouveau confiant. Il pensait avoir gagné. Il pensait que papa était venu à la rescousse, comme toujours. Il pensait que la menace de l'exil me ferait plier. J'ai regardé mon père. J'ai ressenti une étrange pitié pour lui. Il pensait me tenir un pistolet sur la tempe. Il ne réalisait pas qu'il se tenait sur une mine antipersonnelle. « Je n'ai pas besoin de ton héritage, Robert, » dis-je tranquillement. « Et je n'ai pas besoin de ta permission. » Je me suis tournée vers Laurence. « Lisez la pièce C. » Laurence se leva. Ses jambes tremblaient, mais ses mains étaient stables alors qu'elle sortait un document de son dossier. C'était une simple feuille de papier, de fort grammage, couleur crème. Elle paraissait innocente. C'était un arrêt de mort. « Ceci est un avenant confidentiel au contrat. » Lut Laurence, sa voix tremblant légèrement avant de trouver son assurance. Daté d'il y a 3 mois, signé par Tristan Moreau, agissant en tant que vice-président du développement. Tristan leva les yeux au ciel. « Et alors ? C'est une décharge standard. Les promoteurs l'ont demandé pour accélérer le zonage. Ça dit juste que nous promettons de régler les problèmes environnementaux plus tard. C'est du baratin juridique. » « Ce n'est pas du baratin, dis-je. C'est une clause de garantie croisée. » Marc Fournier, le requin, se figea. Il tourna brusquement la tête vers Tristan. « Tu as signé un accord de garantie croisée, sans le faire passer par le service juridique ? » « Je n'avais pas besoin des juristes, » claqua Tristan. « J'avais besoin de vitesse. J'étais en train de boucler l'affaire. »« Lisez la clause, Laurence, » ordonnai-je. Laurence ajusta ses lunettes. Clause 4A. En cas de faute grave, définie ici comme toute violation des lois anticorruption locales, y compris la subornation ou la négligence volontaire des mandats de zonage, le prêteur se réserve le droit d'accélérer le remboursement de la dette immédiatement. « On sait ça, » interrompit Robert, impatient. « On paiera l'amende. » Continuez à lire, dis-je. Clause 4B, poursuivit Laurence, et la pièce devint silencieuse comme la mort. Si l'emprunteur ne peut pas rembourser immédiatement le principal accéléré, le prêteur se voit accorder un privilège irrévocable de premier rang sur l'actif principal du garant de la société pour satisfaire la dette. Fournier arracha le papier des mains de Laurence. Il le parcourut frénétiquement. Son visage se décomposa. Il regarda Tristan avec le genre de mépris habituellement réservé aux charognes. « Espèce d'idiot » murmura Fournier. « Quoi » demanda Tristan, son arrogance vacillant. « Qu'est-ce que ça veut dire ?»« Ça veut dire, » dis-je, en me levant et en marchant vers la fenêtre, regardant la baie de Cannes, « que lorsque tu as payé ces pots de vin, Tristan, tu as commis une faute grave. Cela a déclenché le défaut de paiement. Et comme tu n'avais pas l'argent pour me rembourser, le contrat a automatiquement saisi la garantie. Je me suis retournée pour leur faire face. Tu n'as pas seulement misé le projet Corse. Tu as misé l'actif principal du garant. » Robert regarda autour de la pièce. Il regarda les murs de la salle du conseil. Il regarda le lustre en cristal. Le sang quitta son visage jusqu'à ce qu'il ressemble à un fantôme. « L'hôtel, » murmura Robert. « Le Moroccan, » confirmai-je. « Le joyau de la couronne. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons en ce moment même. »« Non, » rit Tristan, mais c'était un son humide et paniqué. « Non, tu ne peux pas faire ça. C'est de la folie. Papa, dis-lui qu'elle est folle. »« Je n'ai rien à lui dire. » Fournier claqua le document sur la table. « C'est bétonné, crétin. Tu as mis en gage la propriété phare comme garantie pour un complexe hôtelier dans le maquis. Tu as cédé le siège social de l'entreprise. » « Je ne savais pas. »
hurla Tristan, sa voix se brisant. Je n'ai pas lu les petits caractères. Ça faisait 50 pages. Et c'est pourquoi tu n'es pas un PDG, dis-je froidement. Tu es un enfant qui joue avec une arme chargée. Tu pensais que les détails étaient en dessous de toi. Tu pensais que lire des contrats était un travail de secrétaire. Eh bien, cette secrétaire vient de saisir ton héritage. Je suis retournée à la table et j'ai posé ma main sur le fauteuil en cuir en bout de table, le fauteuil de mon père. Depuis ce matin, Veridis Capital a exercé ses droits en vertu de la clause. L'acte de propriété du Moreau Khan a été transféré. Je suis propriétaire de cet immeuble. Je suis propriétaire du terrain. Je suis propriétaire des chaises sur lesquelles vous êtes assis. J'ai regardé mon père. Il était affalé, se tenant la poitrine, respirant par saccades courtes et rauques. Il ne faisait pas une crise cardiaque. Il faisait face à la réalité. Il réalisait que son Golden Boy, le fils qu'il avait protégé, promu et loué, venait de céder l'empire familial à la fille qu'il avait ignorée. Tristan regarda Fournier. « Réglez ça. Poursuivez-la. Faites quelque chose. » Fournier ferma sa mallette. Le clic fut définitif. « Je ne peux pas régler ça. Vous l'avez signé. C'est légal. Et franchement, Monsieur Moreau, je ne représente pas les clients qui commettent des fraudes pour ensuite perdre leurs propres actifs. J'ai terminé. » Fournier sortit sans un regard en arrière. La pièce était silencieuse. Juste le bourdonnement de la climatisation et le son d'un empire qui s'effondre. Tristan tremblait, des larmes coulant sur son visage. Il me regarda, et pour la première fois, il n'y avait pas de ricanement. Il n'y avait que de la peur. « Chloé, gémit-il. S'il te plaît, sors de mon fauteuil, Robert, dis-je. Robert me regarda, et pour la première fois en 32 ans, il ne vit pas une déception. Il vit un prédateur. Il vit la seule personne dans la pièce capable de garder un toit au-dessus de sa tête. « Chloé, balbutia-t-il, sa voix tremblante. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. La famille, répétai-je. C'est au nom de la famille que je te donne le choix, Robert. Une banque aurait déjà changé les serrures. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Il n'était pas épais. Juste 2 pages. Une lettre de démission pour le président du conseil d'administration, avec effet immédiat, et un avis de licenciement pour le vice-président du développement, pour faute grave. Option A, dis-je. J'applique le privilège. Je prends l'hôtel. Je prends le terrain. Je vous expulse de la propriété, et Tristan va en prison pour fraude. Option B. Vous signez ça. Tu prends ta retraite sur le terrain de golf. Tristan quitte le bâtiment et ne met plus jamais les pieds dans une propriété Moreau. Et je nettoie le désordre. Tristan attrapa le bras de Robert. « Papa, ne l'écoute pas. Elle bluffe. » Robert regarda le document. Il regarda les murs de la salle du conseil qu'il avait construite. Puis il regarda son fils. Il réalisa que sauver Tristan signifiait tout perdre. Il prit le stylo. « Je suis désolé, mon fils, » murmura Robert. Il signa. « Non, » hurla Tristan. « Papa, tu ne peux pas. »« Sécurité, » dis-je. 2 gardes étaient déjà à la porte. Je leur avais envoyé un SMS 5 minutes plus tôt. Ils n'ont pas regardé Robert pour obtenir la permission. Ils m'ont regardé. Ils ont pris Tristan par les bras. Il criait, pleurait, un bambin faisant une crise de colère dans un costume Armani. Ils l'ont traîné dehors, et les lourdes portes en chêne se sont refermées dans un claquement, étouffant sa voix. Robert se leva lentement. Il avait l'air plus vieux, plus petit. Il se dirigea vers la porte, s'arrêta et se retourna vers moi. « C'est moi qui ai construit ça, » dit-il. « Non, le corrigeai-je. Tu l'as hypothéqué, je l'ai racheté. Il est parti. J'étais seule dans la salle du conseil. Le silence n'était plus lourd, il était pur. Je me suis dirigée vers le bout de la table et me suis assise dans le fauteuil en cuir. Ce n'était pas magique, c'était juste un fauteuil. J'ai pivoté pour regarder la baie de Cannes. La ville que ma famille avait essayé de conquérir avec du bluff et du bruit. J'ai réalisé alors que pendant des décennies, mon père et mon frère avaient été obsédés par l'illusion du trône. Ils pensaient que le pouvoir, c'était de savoir qui était assis en bout de table, qui parlait le plus fort, qui avait le titre sur la porte. Ils ont passé leur vie à polir la couronne, terrifiés que quelqu'un remarque qu'elle était creuse. Je ne me suis jamais soucié du trône. Je me suis soucié des fondations. Pendant qu'ils se battaient pour être sous les projecteurs, j'achetais le théâtre. Ils n'ont pas compris que la personne assise dans le grand fauteuil n'est pas le dirigeant. Le dirigeant, c'est la personne qui détient la dette. Le dirigeant, c'est celui qui peut éteindre les lumières,
J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Laurence. « Reviens, dis-je, et apporte les dossiers du personnel. Nous réembauchons tous ceux que Tristan a licenciés. Et envoie une note à l'équipe en Corse. Nous allons faire l'audit environnemental. Nous allons le faire correctement. » J'ai raccroché et j'ai regardé le reflet de la nouvelle PDG dans la vitre. Elle avait l'air fatiguée, mais elle n'avait plus de dettes. Avez-vous déjà dû enseigner une dure leçon à quelqu'un, juste pour le sauver de lui-même? Partagez votre histoire dans les commentaires. Et si vous pensez que la compétence devrait compter plus que les titres, appuyez sur ce bouton j'aime, abonnez-vous pour plus d'histoires de l'actionnaire silencieuse.